Bonjour à tous, au sommaire de ce 19 décembre, on prend la route avec l'inauguration du Léman Express, direction le futur de Nyon Région Télévision avec la nomination d'un rédacteur en chef. Entre deux arrêts à Gland avec le budget 2020 et l'opposition d'un collectif citoyen contre l'installation d'une antenne 5G. Bienvenue dans votre journal hebdomadaire du District de Nyon. La région a pris possession du Léman Express. Le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d'Europe a été inauguré jeudi 12 décembre à Coppet. Après 8 années de chantier, le réseau de 230 km doté de 45 gares est en marche. Un sujet signé Joël Brunner. La cérémonie d'inauguration du Léman Express a eu lieu ce jeudi à Coppet, un moment de célébration où l'optimisme était de mise, comme en témoignent Nouria Gorité et Gérard Produit. Aujourd'hui c'est la fête, tout le monde est content, tout le monde se réjouit en fait de l'instauration du Léman Express et des possibilités qu'il va offrir à toute la population. D'abord pour les concitoyens qui font les déplacements, aujourd'hui ils auront la possibilité tous les quarts d'heure de se déplacer avec une desserte qui va jusqu'en France et c'est unique, donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Deuxième chose, c'est aussi une sorte d'appel sur Coppet. Les gens vont, j'espère, affluer sur Coppet. On sait qu'il y aura une pression sur la gare. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ça veut dire que probablement les infrastructures vont être aménagées. J'encourage en tout cas les CFF à faire le nécessaire pour que ce soit accueillant pour les gens. Et puis pour le château de Coppet aussi, puisque finalement dès qu'on sort de la gare, on voit le château de Coppet. Et le tourisme en général sur la région de Terre-Sainte. C'est une offre en transport public qui sera fortement augmentée sur tout l'arc lémanique. Ça intéresse évidemment beaucoup le canton de Vaud, lui qui connaît déjà depuis l'année dernière le RER Val-d'Eau-Genevois au quart d'heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge et qui a connu une belle fréquentation en augmentation puisqu'on a augmenté de 60% le recours à ce RER. Le prix va lui aussi gonfler. Par exemple, à Coppet, un abonnement mensuel pour adultes passe de 123 à 180 francs, soit une augmentation de 46% que justifie la conseillère d'État. Il est vrai que la Terre-Sainte bénéficiait depuis de nombreuses années d'un abonnement préférentiel par rapport au reste du canton de Vaud. Avec l'introduction du Léman Express, les transports publics ont décidé, ce sont les entreprises qui décident d'une tarification qui rejoint la tarification ordinaire pour accompagner les gens. Le canton de Vaud a pris la décision durant 3 ans de venir soulager la bourse des abonnés. Un geste qui pourrait convaincre Terre-Sainte de préférer sa gare à sa voiture. La gare de Coppet, en l'espace de moins de 10 ans, sa fréquentation a été multipliée par 4. Alors ce ne sont pas que des citoyens de Coppet, évidemment. Mais oui, avec une desserte qui sera passablement améliorée, je sais que quand on n'a plus besoin de réfléchir aux heures de train, parce qu'on en a fréquemment, on fait plus facilement le pas. Et puis pour finir, combien de bises est-ce qu'on devra se faire dans ce train? 2, 3? Alors ça dépend de la personne qu'on a en face de soi et de nos envies. Merci beaucoup. En voilà une bonne réponse. Une inauguration célébrée en grande pompe. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la conseillère d'État vaudoise Nouria Gorité ou encore son homologue Serge Dalbousco ont participé aux festivités. Retour en images avec Joël Brunner. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du Léman Express. Ce train inaugural fera un arrêt en gare de Genève-Sécheron. Nous poursuivrons notre voyage à destination de Genève-aux-Vives, où aura lieu la cérémonie inaugurale. Simonetta Sommaruga, le Léman Express, vous en êtes déjà amoureuse, vous l'aimez déjà, vous l'avez dit dans votre discours. Pourquoi? Parce que le Léman Express, c'est un projet extraordinaire, c'est un projet historique. Cette journée aujourd'hui, on va plus l'oublier parce que ça va changer le visage de la région. Ça va changer la vie quotidienne beaucoup de gens. La vie plus facile, on peut bouger plus facilement. Ça, c'est le projet le plus complexe que j'ai jamais vu. Et la mise en service est vraiment un chef-d'œuvre, un projet exemplaire pour toute l'Europe. Ça fait plus d'un siècle que cette réalisation aurait dû se faire. Elle se fait aujourd'hui, mais elle arrive finalement au bon moment, puisque
très concrètement, on va pouvoir répondre aux enjeux qui sont les enjeux de notre temps, qui se sont largement exprimés ces derniers mois. On attend 50 000, 60 000 voyageurs jour sur le réseau. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me disent « j'attends de voir comment ça va se passer avant de changer, avant de prendre un abonnement, par exemple ». On parle aujourd'hui beaucoup de durabilité. Là, à partir de dimanche, on va le sentir. On attend un transfert route au rail de 12%. Ça va aussi être senti dans la ville. Moi-même, je suis de la génération voiture. J'étais biberonné à la voiture. J'adore toujours rouler en voiture, bien sûr. Mais force est de constater que dans une agglomération, dans le cœur de celle-ci, la place de la voiture va de plus en plus être limitée au profit des transports en commun, de la mobilité douce. Tout ça avec pour résultat l'amélioration de la qualité de vie des gens, mais également, et j'y suis très attentif, de la performance économique, puisque aujourd'hui, dans les bouchons, les entreprises perdent beaucoup d'argent. C'est clair que le train, c'est le gagnant. Et avec le Léman Express, maintenant, on a la possibilité de bouger d'une façon écologique. Alors je dirais, cette journée, elle est aussi bonne pour le climat. Le moment encore le plus important, c'est la mise en service lors du changement d'horaire dimanche. Et puis cette mise en service, est-ce que vous avez quelques doutes par rapport à cette grève française par exemple, ou bien est-ce que ça va très bien se passer? Naturellement, c'est un facteur un peu inconnu, mais on a toutes sortes de plans. Ce que je peux dire, c'est sur la côté suisse, on va rouler. À noter que notre débat questionnera l'impact du Léman Express sur la région. Pierre Grabert, responsable de la mobilité pour Région de Nyon, répondra aux questions de Nasrat Latif. En bref, dimanche 9 février prochain, les habitants de Nyon seront appelés à se prononcer en votation sur le référendum contre le plan d'affectation de l'Assueta, un projet accepté par le conseil communal qui prévoit la destruction de 2 barres d'immeubles et la construction de nouveaux bâtiments. Un comité référendaire intitulé Nyon Demain s'était constitué pour s'opposer à ce plan de quartier et désormais, c'est une association de soutien qui sort du bois. Elle se nomme Oui à l'Assueta. Emmenée par une coprésidence PS-PLR, elle regroupe des habitants du quartier et des représentants de partis. NRTV et La Côte présenteront un grand débat public sur le référendum de l'Assueta le jeudi 16 janvier. Les informations suivront début janvier. Du côté de Pérois, dimanche 15 décembre, les électeurs ont élu Mathieu Henry à la municipalité. Il remplacera Michel Français qui avait démissionné en mai dernier, lassé par le contexte politique de sa commune. Pour rappel, en décembre 2018, l'affaire de la patinoire éphémère louée pour 2 ans avait également provoqué la démission du syndic François Roch et des municipaux Sandra Gordon et Agrippino Cardello. Le trio avait annoncé son retrait pour juin 2020. Le vote est quant à lui prévu le 9 février. Gland, le budget 2020 est déficitaire mais accepté. Jeudi dernier, le conseil communal de la ville a accepté le budget 2020 proposé par la municipalité malgré un déficit de plus de 3,5 millions de francs et une marge d'autofinancement d'un peu moins de 2 millions. La COFIN, la commission des finances, estime que la situation n'est pourtant pas inquiétante. Un sujet signé Florian Cavalleri. Mon budget passe effectivement chaque année assez facilement la rampe du conseil communal. C'est vrai qu'on ne peut qu'en être très satisfait au sein de la municipalité. On a une confiance du conseil communal qui comprend aussi parfaitement les enjeux et ce qui est dit et ce qui est fait dans notre budget. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que ça devait être unanimité et puis que nous avons 2 conseils communaux qui se sont dit non, ça serait trop beau, donc qui ont fait une abstention et un vote contraire. Mais ce n'est pas très important. Le budget 2020 proposé par la municipalité est un budget négatif avec une marge d'autofinancement très faible, mais ça ne vous a pas effrayé? C'est déjà le 2e ou 3e budget négatif qui est présenté au conseil communal et on s'est rendu compte que à chaque fois, les résultats sont nettement meilleurs. C'est d'ailleurs le principe même d'un budget où les chiffres sont à ne pas dépasser en fait. Donc normalement le résultat des comptes devrait toujours être meilleur que
le résultat du budget, enfin les supputations du budget. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude spéciale à avoir pour le budget communal. Très peu de débats et puis les seules questions qui reviennent, ce sont les sempiternelles questions qui tournent autour de la péréquation. Oui, il y a quelques questions, mais effectivement sur déjà des tiers finalement, puisqu'il y a eu question sur la SEIC qui augmente ses tarifs, mais ça ne nous concerne pas directement. Sur la SOUVA, où ça ne nous concerne pas non plus directement. Et puis sur la péréquation et la facture sociale, alors là, de nouveau, on n'est pas directement concerné, enfin concerné oui, mais on ne peut pas y faire quelque chose. C'est vrai qu'on doit continuer de maintenir la pression sur le canton pour qu'on passe à une reprise partielle ou totale de la facture sociale par le canton. Et puis sur la péréquation, que effectivement cette péréquation soit remise à niveau. Lors des débats de la séance de ce soir, la question de la péréquation est ressortie. Qu'en pense la Commission des finances ? Alors c'est un sujet que la Commission des finances regarde chaque fois avec beaucoup d'attention à chaque présentation du budget par la municipalité. On relance régulièrement la municipalité pour les inciter à mettre la pression pour continuer ce processus de rénovation de cette péréquation. Et toutes ces dernières années, le canton a pu présenter des comptes largement bénéficiaires. Le canton n'a pas de dette en soi. Et on trouverait assez logique que dans cette situation où le canton a à nouveau des comptes très positifs, il reprenne ses charges à son compte alors qu'il nous les avait transmis aux communes précédemment quand lui était dans des chiffres rouges. Une commission des finances qui suit l'exécutif, le législatif qui lui-même suit la commission des finances, ça veut dire que c'est le bon moment peut-être à Gland pour lancer des gros projets. Alors, je dis depuis un moment, et nous disons avec la municipalité depuis un certain temps que le moment est effectivement très opportun pour lancer des projets, quoi qu'il en soit, notamment en raison des taux d'intérêt, du fait que notre dette, pour l'instant, n'a pas arrêté de baisser. Nous annonçons encore aujourd'hui que nous avons réduit notre dette de 4 millions. Donc, c'est clair que c'est un bon moment, et je crois que, comme je le disais, le conseil communal suit bien ce qui se passe, comprend bien ce qui se passe, et est conscient de cela, donc nous accorde la confiance nécessaire. Et puis on va venir avec des gros projets devant le conseil communal ces prochains temps dans une bonne configuration puisque la dette n'a jamais été aussi basse et que les taux d'intérêt sont très très bas aussi. Toujours à Gland, un collectif de citoyens s'est mobilisé pour récolter des signatures dans le cadre d'une opposition contre l'installation d'une antenne 5G à la rue du Collège 2. Nous avons fait le point de la situation avec Maître Cristobal Orjales. Alors tout à fait. En réalité, c'est un collectif qui s'est constitué plus ou moins spontanément par plusieurs citoyennes qui habitent ou travaillent à Gland et qui étaient effectivement très inquiètes des implications que peut avoir cette nouvelle technologie, la 5G, donc, sur la santé des personnes qui habitent ou travaillent dans le canton de Vaud. Donc ces personnes ont décidé de mener la fronde, donc de recueillir des signatures d'abord et ensuite déposer cette opposition contre cette modification d'installation 5G à Gland, en collaboration bien sûr avec le collectif Stop 5G qui nous aide considérablement dans ces démarches. Donc au départ, cette mise à l'enquête concernant cette modification de l'antenne 5G, quelles sont les craintes du collectif justement par rapport à cette antenne au centre de 2 écoles, rappelons-le, d'Étuyères et de Grandchamp? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la principale crainte que ces personnes ont et que les opposants ont, c'est bien sûr des craintes par rapport à la santé, des impacts potentiels qu'elle peut déployer à cet effet. Comme vous le soulignez à juste titre, c'est de plus une situation particulièrement sensible puisque on parle d'une modification d'antenne située entre 2 écoles, donc entre 2 lieux à utilisation sensible. Et nous estimons que dans cette mesure-là, le principe de précaution doit prévaloir de manière particulière. Et nous regrettons qu'effectivement, apparemment jusqu'à maintenant, la commune n'y ait pas été sensible. Pourtant, du côté du canton, le canton de Vaud a déposé un moratoire maintenu depuis ce vendredi 13 décembre. Est-ce que ça n'aurait pas plutôt condition à soulager, à abaisser ces inquiétudes de la part du collectif ? Alors c'est bien sûr un maintien de moratoire qui nous rassure dans une certaine mesure, qui rejoint d'ailleurs celui qui a été prononcé à Genève, comme vous le savez. Donc nous sommes rassurés d'un côté, et d'un autre côté, nous restons néanmoins inquiets, puisque nous y voyons comme une sorte de dichotomie de la part des autorités qui paraît assez peu justifiable. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit, par rapport aux nouvelles antennes, le moratoire
est maintenu. En revanche, par rapport aux antennes existantes, le moratoire, apparemment, lui, n'est pas maintenu. Et c'est vrai que c'est une distinction qui, à notre sens, ne se justifie pas, puisque si on voit finalement les arguments qui ont été brandis par le Conseil d'État pour précisément maintenir le moratoire, c'était notamment le fait que nous ne disposons pas, que les autorités ne disposent pas d'outils suffisamment fiables ou de méthodes qui permettent de s'assurer que les valeurs d'émission sont respectées. Donc c'est des motifs qui valent également pour ce qui est des modifications des antennes existantes. Et dans cette mesure-là, nous estimons qu'elles doivent également, en tout cas pour l'instant, être prohibées ou en tout cas suspendues, allons-nous dire. Le collectif a choisi de faire opposition et de récolter plusieurs signatures. Combien est-ce que vous en avez récolté, justement? Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que 632 signatures ont été récoltées. Donc, je tiens à saluer ici les efforts remarquables et soutenus des différentes personnes qui ont fait en sorte que cela soit possible. En plus de ces récoltes déposées, vous avez aujourd'hui présenté une séance publique ce lundi 16 décembre en la personne de M. Olivier Boderman. Pourquoi avoir choisi ce spécialiste-là, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes aussi se contredisent en matière d'avis sur la 5G? Pourquoi lui? Parce que M. Boderman, précisément, peut se prévaloir d'une indépendance véritable quant aux différents enjeux et lobby, si on peut appeler ça comme ça, qui effectivement sévissent dans ce domaine-là. Un monsieur qui est tout à fait compétent en la matière puisqu'il est ingénieur PFL spécialisé dans ces technologies et qui, encore une fois, peut se prévaloir d'une certaine distance que malheureusement le groupe de travail qui a été l'auteur du rapport téléphonie mobile et rayonnement, c'est pas la même chose. On a certaines réserves à émettre en rapport avec cette indépendance. Donc c'est vrai que M. Olivier Boderman, on part du principe qu'il sait de quoi il parle. Donc on tient à le remercier en tout cas pour son effort d'être avec nous ce soir. Conférence publique, récolte de signatures, on l'a dit, ne manque plus qu'à avoir une réaction de la part de votre municipalité, de la municipalité glandoise. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Alors ce qu'on attend très concrètement de la municipalité glandoise, c'est dans un premier temps qu'elle nous entende, donc qu'elle nous reçoive, le cas échéant, pour une séance de conciliation dans le cadre de laquelle nous aurions le loisir d'exposer plus avant nos inquiétudes, et puis ensuite qu'au final, effectivement, elle ait le courage de prendre la décision que nous lui demandons de prendre, à savoir soit d'admettre l'opposition et de refuser ce permis, soit dans tous les cas, suspendre la procédure dans l'attente que des nouvelles plus rassurantes sur le point de la santé puissent être recueillies. NRTV clôt l'année 2019 avec de bonnes nouvelles. Florian Cavalleri est nommé rédacteur en chef de Nyon Région Télévision. Pilier historique de la rédaction, il incarne désormais la restructuration de la chaîne privée non concessionnée de Suisse romande. Fraîchement installée dans les centres de médias à Gland, votre chaîne régionale inaugure ses nouveaux studios dès le printemps prochain en partenariat avec CNN Money Switzerland et la société Mediago. Bienvenue à la maison, c'est ici que depuis quelques semaines se sont installés 3 médias, CNN Money Switzerland, Mediago et Nyon Région Télévision. Votre chaîne régionale du district qui vit actuellement plusieurs mutations, à commencer par la nomination d'un rédacteur en chef en la personne de Florian Cavalleri. Je vous propose d'aller à sa rencontre. Florian Cavalleri, félicitations. Merci Andrea. Pilier historique de la chaîne, responsable éditorial jusqu'ici, tu deviens le nouveau rédacteur en chef nommé par l'association Communion. Pourquoi ce poste de rédacteur en chef il est important pour cette chaîne? Il est important parce que depuis 2015 et le sauvetage de Nyon Région Télévision, c'était un poste qui n'existait pas dans la structure de Nyon Région Télévision. Désormais, la chaîne a une assise, désormais la chaîne a une structure et il fallait gagner en lisibilité justement sur cette structure, d'où la création de ce poste qui regroupe finalement tout l'opérationnel de la chaîne. Le travail, parlons-en pour les gens qui nous regardent. En quelques mots, quel sera ton cahier des charges? Justement, de continuer de conduire la rédaction et puis de développer de nouveaux programmes, des programmes qui tourneront autour de nos nouveaux studios. Et justement, il faut le faire vivre, il faut développer cette chaîne et continuer le travail qu'on a engagé. Avant de parler des studios, je pense qu'on va découvrir l'équipe. Tout à fait, je vous propose de me suivre. Et là, nous arrivons au cœur de NRTV avec la rédaction et notamment Joël Brunner qui rejoint l'actualité dès janvier. Oui, salut Florian, effectivement. Alors, en plus de m'occuper de l'émission sportive, ce que je faisais déjà maintenant, je vais m'occuper donc de faire des sujets pour l'émission de l'actualité et puis aussi de la culture. NRTV, c'est une entreprise formatrice et Joël sera le second journaliste RPA à être formé au sein de cette chaîne. Oui, à 100% dès janvier. Et puis, je me réjouis de suivre des cours aussi qui me permettront de parfaire les bases du métier. Ce sera à Lausanne, au CFJM.
Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Fumi en direct sur NRTV. Ah, c'est serré! Alors ici, on est sur le plateau de Nyon Région Télévision et Andrea, j'ai un petit peu envie de dire que c'est ton bureau. Oui, carrément, mais surtout un bureau amovible, Florian, puisque en tant que journaliste pour Nyon Région Télévision, on se retrouve tant à l'extérieur pour du tournage que en bureau, en plateau ou alors en montage. Quant à moi, vous aurez le plaisir de me retrouver sur vos écrans pour la culture. NRTV fait sa culture, mais aussi pour du news et de la politique, Florian. Et oui, bien évidemment, tout ça ne serait pas possible sans une mise en image. Allez, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe en régie. On est dans le centre technique de Nyon Région Télévision avec notre réalisateur Greg Barnil et notre apprenti médiamaticien Isaac Rodriguez. Greg, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Alors ici, c'est un petit peu le centre de contrôle, la tour de contrôle de nos productions. C'est-à-dire qu'on réalise 4 émissions qui sont enregistrées dans le studio d'à côté, dans les conditions quasiment du direct. Donc on a l'info, le débat, la culture et l'émission sportive. Donc à NRTV, comme on aime le travail bien fait, j'ai la précieuse aide de mon apprenti, Isaac. Alors justement, Isaac, toi tu es apprenti médiamaticien. Qu'est-ce que c'est qu'un médiamaticien au sein d'une chaîne comme Nyon Région Télévision? Alors pour faire simple, un médiamaticien, ça regroupe 3 métiers. C'est-à-dire informaticien, employé de commerce et graphiste designer. Ben voilà, comme vous l'avez compris, au sein d'une chaîne comme NRTV, l'important c'est la polyvalence. On termine avec les grands futurs projets de Nyon Région Télévision. Florian, c'est ici que ça se passe. Exactement, ici, ce sera vraiment le centre opérationnel de ce média-centre de Gland. Vous le voyez, on a de l'espace, on a de la hauteur et ce studio sera la pièce maîtresse du futur de Nyon Région Télévision. Il reste encore à équiper ce studio, vous voyez, ça résonne, il n'y a pas encore de lumière, il n'y a pas encore de caméra, mais on aura vraiment la technologie la plus moderne. Mais tout ça, je vous propose d'en reparler dès ce printemps et certainement que vous verrez la différence sur Nyon Région Télévision. On termine ce journal avec l'inauguration du marché de Noël à Nyon, l'occasion de découvrir les nouveautés de cette 4e édition et d'aller à la rencontre de quelques artisans commerçants. Plein de nouveautés pour cette 4e édition. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau ? Tout d'abord, les commerçants à caractère familial auront la possibilité d'ouvrir 7 sur 7 tous les jours jusqu'à 20h, dimanche inclus. Et puis, beaucoup plus d'activités pour les grands et les petits. Et un village du Père Noël qui sera alternatif pour les grands et les petits. Le marché de Noël, 4e édition, vient d'ouvrir. Vous vous installez gentiment? Tout gentiment, tout simplement. On y va avec la pluie. On s'arrange avec la pluie. Et puis, on espère que les clients vont venir nombreux. Je les appelle à venir nombreux. C'est ma première édition. C'est pas mal, juste un peu de soleil, un peu plus de monde, mais je pense que ça ira mieux quand il y aura du soleil. Moi, c'est ma 2e. On est tout contents. L'an dernier, on a eu 5 jours de pluie sur 10 jours. Cette année, on n'aura que 2 jours. C'est aujourd'hui et demain. Mais ça commence bien. Ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Il fait beau, il fait chaud. Tip-top. Ouais. On a du bon whisky chaud, on a du thé de Noël en plus. Du pain d'épices maison. C'est la première année qu'on vient. On fait le nougat, c'est artisanal. Et c'est vrai qu'on attend vraiment que les gens viennent en masse nous voir. 4e édition du marché de Noël. Pourtant, pour vous, Marisa Benedetto, on peut se poser la question, est-ce que c'est le dernier ou pas? Je pense que oui. On sait que pour la présidente de la SIC, Marisa Benedetto, c'est sûrement son dernier marché de Noël. Est-ce que vous avez peut-être un mot à lui dire? Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ça serait dommage que le marché de Nyon s'arrête, malheureusement, parce que c'est un très beau marché de Noël, les gens sont accueillants et on aimerait vraiment revenir l'année prochaine. Bravo pour tout ce qu'elle a fait. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et surtout que c'était un bénévolat. Donc c'est pas simple comme mission. Bravo Marisa. On espère qu'il y aura d'autres personnes qui prendront le relais. Un beau Noël pour vous, c'est quoi? Un bon Noël pour moi, c'est une réunion de famille où tout le monde est heureux. C'est être avec ma famille
Avoir des chouettes cadeaux. Noël en famille, ça c'est le plus important. Je pense que tout le monde doit avoir un Noël formidable. Les étoiles. Que tout le monde soit heureux. Ouais, et les sourires partout. Un beau Noël pour vous, c'est en famille. Oui, une belle fête en famille avec les miens, parce que ça fait quelques temps que je ne peux pas me consacrer à eux. À suivre l'émission sportive en compagnie de Joël Brunner. Quant à NRTV fait sa culture, direction le jardin du Père Noël. On se retrouve dès le 6 janvier sur les routes du Distri. D'ici là, et de la part de toute la rédaction, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité.